Il est 13 heures en temps universel. Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble. C'est jour de vote aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce sont les élections sénatoriales 2023. 66 sénateurs seront élus ce samedi par de grands électeurs. Nos reporters se sont déployés sur tout le territoire national pour vous faire vivre cette journée depuis l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à leur fermeture. On en parle largement dans ce 13 heures. Le concours d'entrée dans les établissements publics de formation professionnelle se tient également ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats sont au nombre de 24 768 qui composent pour l'obtention du CAP, du BT et du BTS. Le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle leur a rendu visite. Ce samedi est aussi la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Cette couche d'ozone qui se trouve dans la haute atmosphère terrestre en nous et nous protège contre les rayonnements ultraviolets du soleil, nocifs pour les êtres vivants. Protocole de Montréal, restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique. Voilà le thème de cette année. Le vice-président de la République, Thiemoko Melie Kone, a quitté Abidjan ce samedi matin pour New York aux États-Unis où il va représenter le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se déroule sous le thème « Reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale ». Accélérer l'action en faveur de l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable vers la paix, la prospérité, le progrès et la durabilité pour tous. Le vice-président de la République, qui représente donc le chef de l'État, interviendra lors du débat général prévu du 19 au 26 septembre 2023. Ici en Côte d'Ivoire, les élections sénatoriales ont lieu ce samedi 16 septembre sur tout le territoire national. 2 tiers des 99 membres du Sénat ivoirien sont ainsi élus au scrutin indirect par un collège électoral composé des élus locaux, tandis que le tiers restant est nommé par le chef de l'État. Dans la commune de Cocody, pour le district d'Abidjan, le vote a effectivement démarré ce matin et nos reporters Issa Yeo, Souleymane Donisongou et Anjago ont fait le tour des bureaux de vote. Lycée Sainte-Marie de Cocody, lieu de vote pour les 766 conseillers municipaux et régionaux des 13 communes du district d'Abidjan. L'unique bureau de vote à la mi-journée enregistre dans le calme ses premiers électeurs. Le scrutin se déroule très bien. Dans l'ensemble, nous avons fait une campagne civilisée, une campagne apaisée. On a sillonné toutes les communes d'Abidjan pour aller expliquer à nos électeurs, à nos conseillers, et la nécessité de se mobiliser ce matin pour pouvoir voter. C'est un enjeu pour nous parce que, vous savez, le développement ne peut se faire qu'avec des lois, des institutions fortes. Représentant le préfet d'Abidjan, Wayoro Guicharl est venu s'enquérir du bon déroulement du scrutin. Les bureaux de vote ont été effectivement ouverts à 8 heures avec le personnel et le matériel électoral présent. C'est la deuxième élection, mais ça donne à espérer d'un fonctionnement solide de nos institutions. 5 listes sont en compétition pour les sénatoriales dans le district d'Abidjan. Ce sont le RHTP, le FPI, le PDCI RDA, un candidat indépendant et le PPAC qui s'est retiré. Le Sénat, la chambre haute du Parlement ivoirien, est composé de 99 sénateurs, dont les 2 tiers sont élus au suffrage universel indirect. Dans la capitale politique également, le vote se déroule sans incident depuis ce matin. Le lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro abrite 2 bureaux de vote et Walter Amadou Ouattara et Richard Vao sont nos reporters sur place. Voici leur reportage. Lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro, il est 8 heures. Présentation de l'urne vide en présence des représentants des candidats, puis sa scellée. Le scrutin, comptant pour la sénatoriale 2023, débute ainsi. Le premier votant accomplit son devoir civique. Mes premières impressions sont bonnes. Et étant le premier électeur, je pense que ça va apporter la victoire à mon candidat. Nous sommes venus accomplir notre devoir civique dans le calme. Et je souhaite aussi que tous les autres électeurs le fassent dans le calme ici à Yamoussoukro
pour démontrer que ici, Yamoussoukro, c'est une ville de paix. Nous n'avons pas besoin de violence ici. Observateurs de WANEP Côte d'Ivoire et de la Convention de la société civile ivoirienne sont sur les lieux. Il n'y a rien à signaler, les gens viennent librement. Et ce matin, les gens viennent un peu timidement. Donc, pour le moment, il n'y a pas de problème. Nous observons calmement. Et déjà, les votants ont commencé à venir. Et quelques personnes sont déjà passées. La sécurité est déjà garantie. Nous avons vu les forces de l'ordre sillonner les différentes salles pour voir l'état des lieux, comment les gens votent. Et peut dire qu'il y a la quiétude. Il n'y a pas de problème à signaler. Ici, il y a 2 bureaux de vote. À Teguakro pour le district autonome de Yamoussoukro avec 63 électeurs attendus et le bureau de vote numéro 2 pour la commune de Yamoussoukro avec 34 grands électeurs. La fermeture de ces bureaux de vote est prévue pour 17 heures. De Yamoussoukro, on met le cap sur Dabou, dans la région des Grands Ponts. C'est Victorine Yaoyoboué qui suit le vote pour RTIA. Victorine Yaoyoboué, dites-nous un mot sur ce qui se passe dans votre zone de couverture. 4 bureaux de vote ouverts au lycée moderne Les Boutous de Dabou pour les élections sénatoriales dans la région des Grands Ponts. Après 2 heures d'ouverture du bureau de vote, nous sommes à 24 votants sur 36, 15 hommes et 9 femmes. Nous sommes déjà très heureux de constater que tous les bureaux sont ouverts depuis 8 heures et que tout se déroule bien. Ils sont 176 grands électeurs pour choisir les 2 prochains sénateurs de la région. Le choix des sénateurs est pour moi en tant que conseiller municipal un élément très important, déterminant, parce que c'est eux aussi qui vont suivre un peu le fonctionnement par ricochet des collectivités. Nous incitons également tous ceux qui n'ont pas encore voté à venir voter pour qu'ensemble nous pensons au développement. Tout se passe calmement, tranquillement, sans crainte. Les représentants des candidats présents disent leur satisfaction. Et depuis le matin, tout se déroule très bien. Le scrutin a commencé depuis 8h00, comme il a été demandé par la CEI. Et jusque-là, tout se déroule très bien. L'atmosphère est calme, les votants viennent voter. Donc pour le moment, ça va. Les observateurs également sur place livrent leurs premières impressions. Dans la cour, on a constaté un déploiement massif des corps habillés, ce qui rassure. Ouvert à 8 heures, les bureaux de vote ferment à 17 heures pour faire place au dépouillement des bulletins. Les agents de la CEI sur place dans ce centre du lycée moderne Les Boutous de Dabou tiennent à ce que l'ambiance conviviale qui prévaut en ce moment même dans leur centre puisse demeurer jusqu'à la fin du scrutin. Merci beaucoup Victorine Yaoyoboué. Et maintenant, on part rejoindre Dangui Dangui à Divo, dans le Lot-du-Bois. Divo, capitale de la région du Lot-du-Bois, le vote pour l'élection sénatoriale 2023 se déroule dans un seul lieu de vote, précisément au groupe scolaire Divo Plateau. Les 6 bureaux de vote ont ouvert à 8 heures avec tout le matériel électoral au grand complet et en état de marche, selon le président de la CEI locale. Ce sont au total 295 électeurs qui sont attendus pour élire les 2 sénateurs de la région. Ce n'est certes pas la bousculade, mais l'engouement est notable. Dans tous les cas, les électeurs ont jusqu'à 17 heures pour s'acquitter de ce devoir civique. Du reste, la CEI locale assure que le processus se déroule bien jusque-là. La campagne électorale qui a sanctionné ce scrutin de ce jour s'est très bien passé. Et aussi, vous le constatez, tous nos grands électeurs sont en train de converger vers ce lieu de vote. Aucun incident n'a été signalé pendant ce processus. Le vote se déroule sous le regard d'observateurs et des agents des forces de l'ordre déployés pour assurer le bon déroulement du scrutin. Je vous emmène maintenant dans la région du sud, Comoé, où nous attend Godefroy Okambawa. Il se trouve précisément dans la ville d'Aboisseau. Alors, Godefroy Okambawa, dites-nous comment se déroule le scrutin à votre niveau depuis ce matin. Pour ces sénatoriales dans la région du sud Comoé, les bureaux de vote ont effectivement ouvert à 8 heures en présence des autorités préfectorales et de la CEI.
Selon la commission électorale indépendante régionale, 9 bureaux de vote sont ouverts dans ces circonscriptions électorales. Tout est en place. Je crois que le matériel est quasiment suffisant. On a fait le contrôle, tout est OK. Les électeurs commencent à venir. Tout se passe bien. Je crois qu'on attend à 17h pour la fermeture des bureaux de vote. Et nous allons faire la compilation. Et je crois que tout va bien se dérouler. Nous sommes tentés de dire que nous avons réussi notre rôle à mi-parcours. Nous avons espoir que nous le réussirons totalement. Tout est mis en place, tout est prêt, le vote a même débuté. Il reste à continuer à sécuriser ce lieu qui n'est pas du tout exposé en termes de danger. Nos forces de l'ordre sont là, ainsi que vous le constatez, et souhaitons tous que tout se déroule bien jusqu'à l'heure indiquée. Les élus de la région appellent tous à la préservation du climat de paix. Quel que soit ce qui sortira de ces urnes ce soir, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la démocratie, c'est la réforme des institutions qu'il faut noter. Et l'État travaille à faire en sorte à tenir les choses, à renforcer la gouvernance. Et ce qui est fait vraiment juste à l'honneur de toute la Côte d'Ivoire. Notre satisfaction sera grande lorsque nous aurons une équipe, nous aurons des élus qui pourront nous accompagner, nous, agents de développement de proximité, c'est-à-dire des sénateurs qui vont nous accompagner dans l'exercice de notre mission. 373 électeurs sont appelés à élire parmi les 4 candidats en lice les futurs sénateurs pour le compte de la région du Sud Comoé. Et dans l'Indénié Djuablin aussi, l'actualité, c'est le vote des sénateurs. Le scrutin se déroule également sans incident depuis ce matin que les bureaux de vote ont ouvert. On va y aller donc avec nos différents reporters. Groupe scolaire Plateau d'Abengourou, c'est le seul centre retenu pour le vote pour ces élections sénatoriales dans l'Indénié Djuablin. Il est 8h et comme prévu, les différentes équipes de la CEI et les différents représentants des candidats sont présents dans les 5 bureaux de vote devant accueillir les grands électeurs. Nous constatons que nos conseillers municipaux arrivent à compte-gouttes. Nous entendons jusqu'à 18h. Ce sont les grands électeurs, ils se connaissent, ils se connaissent dans la chose, donc ils ne se précipitent pas. Nous les attendons toujours. L'ambiance ce matin est bonne. Vous avez vu des candidats sont arrivés, se sont salués, se sont fait des accolades. Ça veut dire que l'Indénié Djuablin va voter calmement et que nous serons, à la fin de ces élections, nous aurons nos 2 sénateurs. Pour se faire une idée précise du climat qui règne dans le centre de vote, le préfet des régions de l'Indénié Djuablin, Joseph Pandro, a effectué le déplacement. Faisons en sorte que les élections ne soient pas des lieux de conflit, où une fois après les élections, on passe 2, 3, 4 ans à se réconcilier, en perdant ainsi de vue l'objet pour lequel l'État a mis en place ces collectivités. 250 grands électeurs sont appelés aux urnes. Mais depuis l'ouverture des bureaux de vote, ils traînent les pas, même si certains se sont déjà acquittés de ce devoir citoyen. C'est vrai que le Sénat, pour le moment, beaucoup ne le connaissent pas, mais c'est le Sénat qui représente, notre institution au niveau des collectivités locales. On espère que tout le monde viendra donc voter, accomplir ce devoir civique et faire en sorte donc qu'après ces élections, tout le dispositif législatif soit installé pour le travail du gouvernement. 4 listes se disputent les 2 sièges attribués à la région de l'Indénié Djuablin au Sénat, le RAGP, le PDCI-RDA et 2 listes d'indépendants. Mais aux dernières nouvelles, le PDCI-RDA et une liste indépendante se sont retirés de la compétition. C'est un reportage signé Herman Niamia. Et maintenant, direction Soubré, dans la région de la Nawa, où se trouve notre correspondant Sam Conan. Selon notre reporter, les bureaux de vote ont ouvert effectivement depuis 8h ce matin et jusque-là, tout se déroule normalement dans le calme. Élection des sénateurs dans la Nawa ce samedi 16 septembre 2023. Il est 7h20. Arrivée du matériel dans le lieu de vote au collège moderne Nawa avec ses 7 bureaux de vote. Immédiatement, les agents scrutateurs se mettent à disposer les différents accessoires pour être prêts à 8h. Nous sommes en train de faire les dispositifs pour le sénatoriat. Nous sommes en train de serrer les l'urne, sans que tout se passe bien. Nous sommes en train de mettre les scellés comme ça, en présence des représentants des candidats. 8h, ouverture des bureaux de vote, en présence de la superviseure CEI du Bassa-Sandra et des autorités préfectorales. Pour le moment, tout se passe bien. Nous avons eu déjà les premiers électeurs.
dans pratiquement tous les bureaux. Et nous espérons que tout va continuer comme ça a commencé et que nous finirons dans les délais, dans le calme. Les premiers électeurs qui viennent de voter se disent heureux d'avoir accompli leur devoir civique. C'est un devoir républicain et un devoir civique, donc c'est vraiment un honneur que je puisse participer au choix de mes représentants au sein des différents parlements du pays. Je suis conseiller municipal à Miaji, je suis très content de voter. 309 grands électeurs composés de 70 conseillers régionaux et 239 conseillers municipaux sont appelés à élire les 2 sénateurs de la région de la Nawa. Éric Goré, lui, est sur place dans le Bafing. Il y est notre envoyé spécial et présentement, il se trouve à Touba où il suit le scrutin pour RTI 1. Reportage. Mobilisation exceptionnelle pour cette élection des sénateurs et sénatrices dans la région du Bafing. 254 électeurs pour cette région. Les représentants du peuple également qui vont donc voter les lois. Et il y a une particulièrement importante qui nous concerne, nous, c'est la loi des finances. Donc qui doivent regarder, scruter de près ce que le gouvernement prévoit faire. Et c'est important pour nous parce que nous pensons que véritablement il faut que chacun de nous vienne faire son devoir, faire en sorte que la région se retrouve autour donc des sénateurs qui seront élus. Les conseillers qui prennent part au vote sont issus de cette mairie et d'un conseil régional. Nous avons 3 départements. Le premier département, en même temps avec le chef-lieu de région, c'est le département de Touba. Ici, nous avons la mairie de Gentegela et la mairie de Touba. Donc, il y a également le conseil régional qui est là. Donc, disons que ça fait 2 mairies plus le conseil régional. Ces grands électeurs décideront du choix des 2 sénateurs de la région du Bafing. On va à présent rejoindre Kader Sogodogo dans la région du Moronou. Notre reporter y a suivi le scrutin. Là-bas encore, aucun incident n'a été signalé. Nous sommes en direct avec lui, avec Kader Sogodogo. Donc, bonjour Kader, dites-nous tout sur le scrutin dans le Moronou. Merci Hamza Diaby, nous sommes dans la région du Moronou, notamment dans son chef-lieu Bongouanou, où depuis 8 heures, les grands électeurs ont commencé à voter tranquillement. Ils sont au total à 223 électeurs. Ils viennent des communes de Bongouanou, Ara, Mbato, Tiemelokro et Anoumaba. Ils ont à choisir entre 5 listes qui ont mené campagne durant 4 jours. Aujourd'hui sera certainement le dénouement. Moi, c'est M. Sidibé Moussa, président de la commission électorale régionale du Moronou. Le constat, c'est qu'il y a le calme. Et puis les électeurs sont venus massivement, accomplir leurs devoirs. Les grands électeurs sont venus, donc vraiment nous sommes réjouis qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent de débordement. Il y a le bureau de Ara, Mbato, qui ont déjà fait le dépouillement. Quand on finit le dépouillement sur le lieu de vote, on va à la centralisation au siège de la CEI pour faire partie de tous les résultats au niveau d'Abidjan. Voilà, vous l'aurez compris, le scrutin pour les sénatoriales 2023 dans le Moronou, ici à Bongouanou, le chef-lieu, se déroule normalement. Nous allons maintenant, Hamza Diaby, mettre le cap sur Dimbokro à la rencontre donc des grands électeurs de la région d'Nzi, bien entendu, pour voir comment se déroule le scrutin dans cette partie du pays. Merci Kader Sogodogo, bonne route à vous, vous êtes très mobile, toutes nos félicitations. Ces élections sénatoriales se déroulent donc pour le moment dans le calme le plus absolu, comme l'a souhaité le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à Gagnoa, au centre-ouest du pays. Vagondo Diomandé a récemment invité les différents candidats à un scrutin apaisé. On va l'écouter. Ils sont au nombre de 123. Les candidats retenus pour les élections sénatoriales de 2023 en Côte d'Ivoire. Ils vont s'affronter dans les urnes demain samedi 16 septembre. Et pour l'occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, lance un message de paix aux candidats et aux populations afin que ces élections après les municipales et les régionales se déroulent dans la quiétude. Je voulais donc demander à chacun de faire en sorte que ces élections-là, qui sont la dernière d'une série avant 2025, que ces élections-là se passent dans le calme, dans la paix et je dirais dans la sérénité. Tout est mis en place pour que justement chacun puisse aller exprimer son opinion dans les urnes et que celui
qui arrive à convaincre les électeurs, puisse être celui-là qui soit choisi dans les urnes. Débuté le lundi 11 septembre à minuit, la campagne des élections sénatoriales a pris fin le jeudi 14 septembre dernier à minuit. Et voilà ce qu'on peut dire pour l'heure sur les élections sénatoriales qui se déroulent en ce moment même sur l'ensemble du territoire national. Ce samedi, jour des sénatoriales en Côte d'Ivoire, mais aussi journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Cette couche qui se trouve dans la haute atmosphère terrestre et nous protège contre les rayonnements ultraviolets du soleil, nocifs pour les êtres vivants. L'abandon progressif des substances qui appauvrissent la couche d'ozone a non seulement aidé à protéger la couche d'ozone pour les générations actuelles et futures, mais a également contribué aux efforts déployés par la communauté internationale pour faire face au changement climatique. Protocole de Montréal, restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique. Voilà le thème de la journée cette année. 16 septembre, ce jour est célébrée dans le monde la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Thème choisi, le protocole de Montréal, réparer la couche d'ozone et réduire le changement climatique. Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre de l'Environnement, Jean-Luc Assis, met en exergue l'impact de ce dispositif, le protocole de Montréal, sur nos écosystèmes. Le protocole de Montréal est un outil actif qui nous aide à réaliser notre vision du développement durable à l'échelle mondiale. En interdisant des substances appauvrissant la couche d'ozone et en lui permettant de se reconstituer, le traité protège des millions de personnes contre le cancer de la peau, les cataractes oculaires et préserve les écosystèmes. Tous les pays se sont engagés à atteindre des objectifs juridiquement contraignants qui imposent des réductions progressives de la consommation et de la production de gaz à effet de serre. Le ministre Jean-Luc Assis n'a pas manqué de noter les actions du gouvernement en matière de protection de la couche d'ozone et les politiques de mise en œuvre. Le Bureau national ozone, sous l'autorité du ministère de l'Environnement et du Développement durable, a conduit avec succès les activités d'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Un arrêté interministériel portant réglementation des quotas d'importation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone a été pris le 15 février 2023. Les substances appelées communément fréon 11, 12, 502 et utilisées dans la production du froid, la fabrication de la mousse et les aérosols ont été éliminés depuis le 1er janvier 2010. À titre de rappel, la Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution 4914 adoptée le 19 décembre 1999. Un reportage de Serge Pacom Didi qui a été commenté pour vous par Franck Quadio. Je vous le disais en titre, le concours d'entrée dans les établissements publics de formation professionnelle se tient également ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au nombre de 24 700, plus de 24 700 candidats donc, qui composent pour l'obtention du CAP, du BT et du BTS. Issa Chonan Yeo, notre reporter, a suivi le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle lors de la visite d'Estendre, tout juste avant l'entame des épreuves. Ils sont 24 768 candidats cette année contre 21 319 l'année dernière qui composent pour le concours d'entrée dans les établissements publics de la formation professionnelle. Ces jeunes sont en lice pour l'obtention du CAP, du BT ou du BTS. Les épreuves c'était facile, il n'y avait rien de compliqué dedans. Et c'est confiance pour la suite. On a terminé l'épreuve de français, les questions étaient bonnes, culture générale également. Et là, présentement, nous traitons la mathématique. Le directeur des examens et concours au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage se réjouit de l'engouement des jeunes pour le concours. Ce concours, comme chaque année, a été ouvert depuis le mois de mai. Et les inscriptions se sont poursuivies jusqu'au 25 août dernier. Et cette année, on a constaté un réel engouement. La preuve, on a eu plus de 25 000 candidats.
Pour s'assurer du bon déroulement du concours, le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a visité plusieurs centres, dont le lycée technique d'Abidjan. Nous sommes heureux justement qu'il y ait de plus en plus de candidats. Cela dénote de la sensibilisation des populations sur l'existence même de cette ordre de formation qui a été quelque peu négligé dans les années antérieures. Donc nous espérons que cela va aller crescendo et que nous allons pouvoir mettre à la disposition du peuple ivoirien des établissements de formation professionnelle dignes de ce nom. Les résultats seront proclamés le 23 septembre 2023. Et puis, nous allons partir dans le Bafing où se trouve en ce moment le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Il y est pour visiter des chantiers de développement de la ville de Touba. Des travaux sont actuellement effectués grâce à la contribution du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, par ailleurs cadre donc du Bafing et maire nouvellement élu. On y va tout de suite. Des ouvriers en pleine activité pour la pose de la première couche du bitume. Nous sommes sur le tronçon Touba-Waninou, long de 22 km qui bénéficie aujourd'hui des travaux de bitumage. Nous sommes déjà à 65% d'avancement des travaux et nous comptons achever ces travaux d'ici la fin de l'année. En plus de ce projet, la ville de Touba bénéficie de travaux de reconstruction complète du lycée moderne Abdoulaye Fadiga avec une cinquantaine de salles de classe et un internat de jeunes filles. Des infrastructures pour accompagner le développement de la région du Bafing. Les travaux avancent très bien, mais au-delà de cela, c'est l'opportunité qu'on donne à des enfants de la région de pouvoir aller à l'école dans un cadre agréable. C'est une route qui était attendue depuis 50 ans et il a fallu l'aide du président Alassane Ouattara pour que le Bafing puisse avoir donc, ces travaux routiers. Présent dans la région, le président de l'Assemblée nationale visite ces différents chantiers. Adama Bictogo vient s'assurer de l'évolution des travaux qui vont améliorer davantage le quotidien des populations de cette partie de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être sur cette belle route à venir et dire que, à l'image donc du développement au plan national, de la dynamique engagée par le président Alassane Ouattara, le Bafing, Touba vient donc de s'inscrire dans cette dynamique. Et ce, grâce au ministre Moussa Sanogo, et je voudrais en tout cas l'en féliciter. Outre la visite des chantiers, le président de l'Assemblée nationale échange avec les populations des villages de Kamasela et de Ganoué. Occasion saisie pour inviter les fils et filles du Bafing à l'union autour des projets de développement. Ce qui nous unit, ce sont les réalisations, c'est le bonheur des populations du Bafing. Et je crois que tous les cadres doivent donc s'élever au-dessus de leurs égaux pour mettre en avant l'intérêt des populations. Les travaux de bitumage de la route Touba-Waninou lancés le 6 juin 2020 prennent en compte également l'axe Waninou-Mantougou, village situé sur la nationale A8, soit un total de 49 km pour un coût total de 22 milliards de francs CFA. Des travaux qui vont désenclaver l'ensemble des villages du département de Waninou. La nouvelle tranche sera le tronçon Waninou frontière Guinée. Nous allons maintenant terminer ce journal en Libye où l'aide internationale s'intensifie après les inondations dévastatrices rappelant un tsunami qui ont fait des milliers de morts et de disparus dans l'est du pays. Un bilan que l'ONU attribue en partie à l'héritage d'années de guerre et de chaos. La plupart des milliers de morts dans les inondations dans l'est de la Libye auraient pu être évitées. C'est ce qu'estime le patron de l'ONU, l'organisation météorologique mondiale qui dépend bien entendu de l'ONU. Les survivants, eux, sont véritablement sous le choc. Nous allons terminer ce journal avec ce communiqué qui nous est parvenu il n'y a pas très longtemps. C'est le vice-président de la République, Koné Tiemoko Mélié, qui a quitté Abidjan ce samedi matin pour New York aux États-Unis, où il va représenter le président de la République, Alassane Ouattara, à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se déroule sous le thème « Reconstruire la confiance et raviver
raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action en faveur de l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable vers la paix, la prospérité, le progrès et la durabilité pour tous. Le vice-président Tiemoko Melie-Kone interviendra lors du débat général prévu du 19 au 26 septembre prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'ai été très ravi de vous retrouver après ces quelques semaines de pause. À demain pour le grand journal du dimanche.